Et si le refus de l'immigration massive n'était pas un truc d'affreux fachos d'extrême droite? Et si c'était en fait quelque chose de tout à fait normal et de simplement humain qui répondait à un sentiment universellement partagé? Et si le refus de l'immigration venait d'une constatation tout à fait pragmatique et non pas de la haine viscérale de quelques arriérés? C'est en tout cas ce que défend Christophe Guilluy, qui est pourtant loin d'être un membre de l'extrême droite ultra-radicale, et qui est même quelqu'un de plutôt à gauche en fait, mais qui va parler de ce problème sans chercher à faire dans la morale ou à plaire au politiquement correct. Dans ce livre, il cherche simplement à comprendre les faits de manière tout à fait pragmatique. Et c'est en partie pour ça que son livre a fait autant de bruit et qu'il a autant dérangé et qu'on est encore là à en parler presque 10 ans après sa sortie. Et forcément, son livre a beaucoup dérangé parce que dans un sens, il humanise des gens qui sont, quelle horreur, contre l'immigration de masse. Alors il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre, c'était La France périphérique de Christophe Guilluy. Et oui, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière. Alors je vous invite à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue, que ce soit avant ou après celle-ci, c'est comme vous voulez. Donc, très rapidement, pour résumer la thèse du livre, en gros, l'économie mondialisée a créé une nouvelle fracture en France. C'est une fracture géographique entre les grandes villes et à peu près tout le reste, c'est-à-dire la France périphérique. Campagne, zones industrielles, petites et moyennes villes, etc. Et c'est donc une fracture entre les gagnants et les perdants de la mondialisation. Et parmi ces perdants de la mondialisation, on retrouve beaucoup des électeurs du RN. Et c'est vraiment ce point-là qui va nous intéresser aujourd'hui. Pourquoi cette montée du RN est à la fois normale et inévitable, et qu'est-ce qu'elle dit de la situation actuelle de la France? En 2002, le candidat du Front National, Jean-Marie Le Pen, fait 18%, on le sait. En 2017, le candidat est une candidate, c'est 34%. Et là, nous sommes à 41%. On passe de 18% à 41% en 20 ans, toujours avec ce même traitement médiatique. Et surtout de cette France périphérique, à la fois rejetée du projet économique, politique, mais aussi sociétal. Une France périphérique qui est devenue la France des indésirables. Et bien c'est tout ça qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Et naturellement, les habitants de la France périphérique deviennent très sensibles à la question de l'évolution démographique. Beaucoup parmi eux ont d'ailleurs quitté des quartiers difficiles pour éviter la cohabitation avec les habitants des banlieues. Je viens de Paris, ça fait 20 ans que je suis ici. Mes enfants ont été agressés par ce genre de personnes, donc j'ai quitté la capitale, on peut dire. Vous avez fui l'immigration et là, c'est un peu l'immigration qui vous rattrape. C'est vrai. J'ai habité pendant 10 ans en région parisienne. Donc j'habitais dans les cités, donc moi j'ai fui ça, j'ai pas envie que ça vienne ici, quoi. Et je suis parti de Toulouse, avec mes enfants, pour justement être tranquille dans le village. Dans les médias, on entend souvent cet amalgame entre le rejet de l'immigration et l'extrême droite historique, type maurassienne ou barétienne, chrétienne ou bétiniste et j'en passe. Or, pour une écrasante majorité, les gens qui rejettent l'immigration ne connaissent même pas ces références. Ce rejet n'est pas culturellement construit, c'est véritablement une réaction naturelle et instinctive. Mais encore une fois, pour les intellectuels de gauche, faire croire que le peuple est manipulé par l'extrême droite, c'est quand même bien pratique. En réalité, il est frappant de constater que la nouvelle bourgeoisie, souvent de gauche, s'inscrit dans la droite ligne de la bourgeoisie traditionnelle qui ne pouvait percevoir les classes populaires que comme des classes dangereuses, incultes et infantiles, qu'il fallait éduquer de toute urgence. Sur ce point, rien n'a changé. Dans les années 2000 est apparu le concept d'insécurité culturelle pour décrire le ressenti des catégories populaires confrontées à des flux migratoires de plus en plus importants. Donc c'est un terme qui est né, en toute logique, avec la société multiculturelle. Et cette insécurité culturelle, on peut la résumer de manière très simple. C'est la peur de devenir minoritaire. Et cette insécurité culturelle, c'est vraiment le principal moteur du vote RN, et ce, quelle que soit la région concernée. Parce que si le RN ne parle que rarement, explicitement du remplacement de la population, il fait quand même campagne dessus, on va pas se mentir. À Béziers, par exemple, dans un contexte de grande précarité sociale, les questions démographiques et identitaires sont vraiment le moteur du vote RN.
Et dans tout le Sud en général, le vote RN est principalement dû aux tensions identitaires et à cette conquête de territoires à bas bruit dont il vaut mieux éviter de trop parler. Ces terres de contact sont aussi celles du séparatisme et d'une lutte non dite pour le territoire, et notamment des lieux symboliques que représentent par exemple le centre-ville ou la place du village. Qui baisse les yeux? Qui prend le pouvoir symbolique? Celui de la rue. Le vote RN dans le Nord, quant à lui, n'est pas nouveau. Il est dû en grande partie au contexte de précarité sociale et le RN y a beaucoup de bastions électoraux bien implantés et ce depuis un bon bout de temps. La nouveauté en revanche, c'est la montée du RN dans l'Ouest, une partie de la France qui a été pendant longtemps hermétique au vote RN. Faut dire aussi que l'Ouest avait jusque-là été relativement épargné par l'immigration. Mais là aussi, les choses commencent à changer, même si des grandes villes comme Nantes ou Rennes ne semble pas tellement changer de position. Bref, il faut le dire clairement, le vote RN est largement corrélé à l'immigration. Plus l'immigration est importante, plus l'insécurité culturelle augmente et plus le vote RN avance. Aujourd'hui, on a totalement abandonné l'assimilation qui avait pourtant accompagné les vagues d'immigration jusqu'aux années 80. En fait, on prône même tout l'inverse, l'affirmation des identités, des cultures et des religions. On a totalement renié l'idéal républicain au profit d'un modèle multiculturel, c'est-à-dire une société dans laquelle l'autre ne devient jamais comme soi, une société dans laquelle l'autre reste l'autre pour toujours, donc dans laquelle l'immigré reste l'immigré. Et cette société multiculturelle crée systématiquement une paranoïa et ce n'est pas propre à la France. Plus une société est multiculturelle et plus la confiance entre les individus diminue. Le rapport à l'autre et à la minorité s'appuie sur les mêmes ressorts partout dans le monde. Il n'est scandaleux que s'il se réfère à une hiérarchie entre les peuples et les cultures, mais légitime quand il répond à l'angoisse compréhensible de ne pas souhaiter être ou devenir minoritaire sur un territoire donné. Devenir minoritaire sur un territoire où l'on était majoritaire, c'est un choc extrêmement violent. Personne ne souhaite devenir minoritaire chez soi et c'est tout à fait normal et compréhensible. C'est un sentiment universel. Et c'est ce qui explique d'ailleurs les regroupements ethnoculturels des populations immigrées. Parce que ces populations non plus ne veulent pas être minoritaires. La séparation entre les prolos immigrés et descendants d'immigrés et les prolos de souche est un phénomène absolument naturel. Et donc ça explique le rejet assez massif de la communauté musulmane en France. C'est une minorité en très forte expansion et c'est pour ça qu'elle suscite ce rejet. Mais en vérité, ce n'est pas forcément un rejet propre à la religion musulmane en elle-même. Parce que ce rejet serait exactement le même pour une autre communauté. Le séparatisme est une conséquence inévitable des sociétés multiculturelles, mais il est perçu par les classes supérieures qui, elles, n'ont pas à subir le multiculturalisme comme une faute morale. Ce séparatisme est perçu comme la preuve que les Français seraient d'affreux racistes, etc. Vous connaissez la chanson. Et l'impossibilité de parler du problème de l'immigration massive sans tomber immédiatement dans le piège de l'indignation, de l'émotionnel, de la moraline, renforce encore davantage l'anxiété à ce sujet. Et tout est fait pour renforcer ce narratif. Le français est raciste et c'est lui qu'il faut combattre. Et les médias et autres militants de gauche tentent par exemple de faire croire par tous les moyens que l'islamophobie en France serait un problème majeur, vecteur de violence, etc. Or, c'est littéralement faux. En 2013, la Commission nationale consultative des droits de l'homme publiait un rapport annuel pour dresser le bilan des actes racistes. Et on remarque que les actes anti-musulmans n'excèdent pas les 50. Alors oui, bien sûr, c'est 50 de trop, mais non seulement ce chiffre est extrêmement faible au vu du nombre de musulmans en France, mais surtout, ce sont en général des actes sans gravité du type tranche de jambon sur la mosquée. Mais voilà, la gauche doit maintenir ce sentiment de persécution chez les musulmans de France pour nourrir leur paranoïa envers les Français et pouvoir continuer à se présenter comme leurs défenseurs et ainsi récupérer leur vote. Maintenant, j'aimerais vous lire une petite histoire que raconte Guy Luy vers la fin du livre. C'est l'histoire d'un village qui accueille une famille d'immigrés. L'accueil est plutôt positif. La famille trouve un logement, les parents un emploi, les enfants sont scolarisés. Cette famille fait venir des cousins. Même procédure, même contexte,
les cousins s'insèrent dans le contexte local. Puis, ces cousins font venir des amis, qui eux-mêmes accueillent de nouveaux immigrés. Et là, les choses se tendent. Après avoir expliqué cette histoire, je pose la question au public présent. D'après vous, où se situe ce village? Et les réponses sont le plus souvent identiques. C'est un village de racistes, certainement situé dans le sud de la France. Et ces réponses sont intéressantes parce que le public à qui il raconte cette histoire est en général largement issu de l'immigration maghrébine et subsaharienne. Et puis, c'est le twist! J'explique qu'il s'agit en réalité d'un village kabyle et que l'immigration dont je parle concerne celle des Chinois en Algérie. Et en général, le choc est énorme dans l'audience. On répond qu'une immigration massive est impossible dans un village kabyle, etc. Et on se défend de trouver ce rejet finalement tout à fait normal. Et l'idée derrière cette petite histoire, c'est de permettre de faire comprendre à son audience que l'anxiété que peut provoquer l'idée de devenir minoritaire chez soi est absolument normale, que c'est un sentiment universel. Pourquoi ils les font venir alors que nous on est là? C'est pas normal qu'on donne les contrats aux Chinois. Regardez les jeunes ici. Ils travaillent un jour et après rien. Il n'y a pas que dans le bâtiment que la présence chinoise agace. Une fois les chantiers terminés, beaucoup restent. Là où il y a quelques temps encore la mode française faisait fureur, le textile chinois a pris le pas. On est venu ici pour notre nation, la Chine. Et on travaille dur. Bien sûr, on gagne de l'argent. Mais au moins, par rapport aux Arabes qui passent leur temps à boire du café, nous, on travaille sérieusement. Depuis leur arrivée, leur présence est nuisible à cause de leur mauvais comportement. Ils boivent de l'alcool et de la bière, jouent aux cartes le soir sur des tables dehors et ils sont habillés en caleçon devant les riverains. C'est indécent. Cette crainte de devenir minoritaire est un sentiment parfaitement humain et universellement partagé. Le français n'est pas au-dessus de ça, ce n'est pas un surhomme. Et surtout, il en a marre de se voir imposer un mode de vie par des gens qui eux-mêmes font tout pour fuir ce mode de vie qu'ils imposent. Ce sont les couches populaires qui prennent en charge concrètement la question du rapport à l'autre. Elles n'ont besoin ni de leçons d'histoire et encore moins de leçons de morale pour comprendre que la violence doit être évitée. Les catégories populaires, quelle que soit leur origine, savent que le rapport à l'autre est ambivalent, fraternel mais aussi conflictuel. Elles savent qu'on peut être raciste le matin et fraternel l'après-midi. Et effectivement, le vivre ensemble, il est expérimenté de manière très concrète par les catégories sociales les plus basses. Là où les catégories sociales les plus élevées, les cadres des métropoles, les bobos, peuvent se permettre une vision des choses plus hors sol. Elles peuvent se permettre de fantasmer la fraternité et l'amour universel, parce qu'elles en vivent le plus éloigné possible, barricadées qu'elles sont derrière la frontière de l'argent. Alors elles sont libres de fantasmer le multiculturalisme et cet homme nouveau qui serait dégagé de toute attache et de toute question ethnoculturelle. En réalité, ce sont les classes populaires qui construisent, dans l'adversité, seules et sans mode d'emploi, cette société multiculturelle. Et il y a fort à parier qu'on ira toujours plus dans ce sens jusqu'à réaliser le fantasme d'un Soros ou d'un Attali, d'un gouvernement mondial, une utopie sans classe, sans frontières, sans identité et sans conflit, ou bien on foncera droit dans le mur. Et pour résister aux effets de la mondialisation, Guy, lui, évoque la solution du village. Alors attention, on ne parle pas ici du paisible village de la France d'antan, non, celui-là, il est mort pour toujours. En revanche, les difficultés économiques et sociales favorisent le retour à une collectivité villageoise, à une solidarité organisée qui se ferait probablement plus par nécessité que par idéologie d'ailleurs. Une sorte de retour au bled des Français, une réponse aux effets de la mondialisation, c'est-à-dire une réponse communautariste aux autres communautarismes. À l'heure où les classes populaires sont légitimement sermonnées pour leur populisme, leur racisme, voire leur communautarisme, il apparaît que les couches supérieures, des riches aux bobos, pratiquent de plus en plus une forme de communautarisme qu'elles refusent aux plus modestes. Contrairement à ce que laisse entendre le discours dominant, ce n'est pas la peur de la mondialisation et du multiculturalisme qui alimente la vague populiste, c'est exactement l'inverse. Les catégories populaires ont joué le jeu, pratiqué, porté l'adaptation de la société française à l'économie monde. De la même manière, ils n'ont pas une peur irrationnelle du multiculturalisme. Ce sont elles qui ont pratiqué dans le réel les échanges avec l'autre dans un contexte social et économique dégradé. Elles en ont tiré un bilan calme et rationnel. La résurgence du village apparaît comme une réponse concrète
des catégories modestes à l'insécurité sociale et culturelle. Et effectivement, même si ça semble difficile à entendre pour certains, racisme et rejet de l'immigration ne sont pas liés. Selon un sondage de la Commission nationale consultative des droits de l'homme de 2014, 75% des Français pensent qu'il y a trop d'immigrés. 60% pensent qu'on ne se sent plus chez soi comme avant en France. On n'est plus chez nous, voilà les enfants, chez moi, madame, je suis française. Et au lieu de prendre en compte leurs souffrances, on accable les Français d'avoir de telles pensées. Et d'ailleurs, quand on entend ces chiffres, 75%, 60%, on comprend bien qu'on dépasse largement les électeurs du Rassemblement national. En fait, le rejet de l'immigration peut prendre de très nombreuses formes, et le vote RN ou Reconquête n'en sont qu'une des nombreuses expressions. C'est un ressenti très largement partagé, mais qui s'exprime différemment selon les catégories sociales touchées. Parce que les bobos qui pratiquent des stratégies d'évitement de la carte scolaire, au fond, ils font la même chose. Ils expriment leur rejet de l'immigration. Bon, mais ils continuent de voter à gauche ensuite pour maintenir leur sentiment d'être moralement supérieurs. Le quartier de la Goutte d'Or, même si c'est beaucoup rénové ces dernières années, je crois qu'il y a quand même aujourd'hui une population à 80%, j'ai envie de dire même 90% d'origine africaine. Et c'est vrai que... Pourtant je suis de gauche, vraiment, je suis vraiment de gauche, mais j'aurais du mal à scolariser mon enfant dans une classe peuplée à 80% d'enfants qui parlent pas à la maison la langue maternelle n'est pas le français. Ça me pose vraiment un problème. Dans un sondage Ipsos Steria réalisé pour Le Monde, on apprend notamment que 47% des Français pensent que pour réduire le chômage, il faut réduire le nombre d'immigrés. Et encore une fois, le pourcentage est largement supérieur au nombre total des électeurs du RN. On apprend aussi que 63% des Français pensent que l'islam n'est pas compatible avec les valeurs de la société française. Toujours pareil, on dépasse largement le cadre des électeurs du RN. Mais surtout, le rejet de l'immigration n'est pas propre à la France. Dans une enquête Ipsos, on apprend que 71% des Britanniques pensent également qu'il y a trop d'immigrés, mais aussi 72% des Belges, 67% des Italiens et des Espagnols, 77% des Russes, 61% des Argentins, 59% des Indiens, 60% des Américains et 30% des Japonais. Mais si le pourcentage est si bas là-bas, c'est surtout parce que les flux migratoires sont extrêmement faibles. Le rejet de l'immigration massive, la peur de devenir minoritaire, sont des processus universels. Ça concerne littéralement tout le monde, quelle que soit la culture ou l'origine. Pour prendre un exemple très récent, on pourrait parler de ce qui s'est passé à Mayotte, avec l'opération Wambushu, qui avait pour but d'expulser les immigrés en situation irrégulière. Et preuve en est que ce sentiment est universel, on peut aussi penser à cette une du magazine Maroc Hebdo, ou bien à Tel Aviv, qui a connu en 2011 et pendant plusieurs années des tensions et des violences à l'encontre des migrants africains. Dans les quartiers pauvres de la ville, les autochtones ont eu peur de devenir minoritaires chez eux. Et d'ailleurs, et ça c'est quand même très surprenant, ce sentiment est aussi partagé par les descendants d'immigrés qui vivent en France. Une enquête réalisée en 2014 démontre que 82% des musulmans franciliens sont favorables au droit de vote des étrangers, mais ils sont environ 50% à trouver qu'il y a trop d'immigrés et 52% à considérer qu'on ne se sent plus chez soi comme avant en France. Ils nous envahissent, à force on n'est plus chez nous. Nardinement. Alors ça peut paraître surprenant, voire ironique, mais il faut savoir que ce sont souvent les musulmans de France qui subissent le plus les flux migratoires parce que les nouveaux arrivants, souvent des subsahariens, sont concentrés là où eux-mêmes vivent. Et donc ils ressentent cette insécurité culturelle qu'eux-mêmes imposent par leur présence. En fait, l'ouverture à l'immigration n'est pas une question de culture ou d'ethnie, mais une question de classe sociale. Plus on est d'une classe sociale élevée, plus on est ouvert à l'immigration, tout simplement parce que plus on est d'une classe sociale élevée, et moins on est confronté aux conséquences de l'immigration. Et en toute logique, élection après élection, le Rassemblement national fait des scores de plus en plus importants. En 2022, Marine Le Pen recueillait quand même plus de 13 millions des voix au second tour. Et à en croire les médias, l'électeur du RN serait bête, renfermé sur lui-même, xénophobe, raciste, fasciste et manipulé par l'extrême droite. C'est absolument effrayant, c'est-à-dire qu'on a une personne qui est totalement perméable à tout ce qu'on peut trouver sur Internet. Elle croit au nouvel ordre mondial,
qu'elle est persuadée que dans quelques années, la France sera entièrement musulmane. Donc, elle est perméable vraiment à toutes les rumeurs, à toutes les canulars qu'on peut trouver. Oui. Et au final, ça la rend paranoïaque. En fait, cet électeur serait typiquement un vieil homme isolé dans sa campagne et qui aurait peur de tout. Alors qu'en vérité, ce qui empêche le RN de passer, et si le système se maintient, c'est justement parce que ce sont les plus de 60 ans qui votent le plus. Et ils ne votent pas pour le RN, ils votent pour le système en place, là où le vote RN, lui, a clairement un côté anti-système. Et c'est celui qui capte le plus le vote populaire, avec 47% des ouvriers et 42% des employés au moment où le livre est écrit. C'est le parti qui est le plus composé d'actifs. Le RN, c'est le véritable parti du peuple aujourd'hui. D'ailleurs, on entend souvent dire que c'est un parti de gauche, et c'est plutôt vrai. Mais voilà, la gauche d'aujourd'hui, ce n'est plus la gauche du peuple. C'est une gauche de bobos déconnectés. Et cette gauche ne s'est pas contentée de trahir le peuple qu'elle était censée défendre, elle passe en plus son temps à l'insulter. Elle a trahi le peuple au profit des nouveaux arrivants. Je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds yeux bleus. C'est au-delà de mes forces. Et ça, les électeurs du RN s'en rendent bien compte. Et la plus grande arme de la gauche contre cet électorat, c'est l'accusation de populisme. Et cet argument du populisme, il est utilisé à tout va. Typiquement, on va quand même pas faire un référendum sur l'immigration, parce que les Français, ces gros racistes, seraient quand même bien capables de voter contre. Il faudrait plutôt les rééduquer pour les remettre dans le droit chemin. Ces pauvres gens qui pensent mal. Le populisme tente à faire disparaître la fracture artificielle entre la gauche et la droite pour laisser poindre un affrontement entre les classes dominantes, de droite ou de gauche, et les classes populaires. Au point même que le clivage gauche-droite est devenu un non-sens complet aujourd'hui. Et Guy, lui, insiste bien là-dessus. Aujourd'hui, le clivage, il se joue entre les gagnants et les perdants de la mondialisation. Ainsi, si les élites parlent autant de populisme, c'est parce que ça leur permet, pour utiliser les termes de Guy, lui, de donner l'impression d'un diagnostic par le haut qui va décrédibiliser le diagnostic par le bas des classes populaires. Or, le diagnostic véritablement rationnel, c'est bien celui des classes populaires. C'est bien le diagnostic par le bas, parce que ce sont bien ces classes populaires qui se prennent les effets néfastes de la mondialisation en pleine face. Que ce soit par la baisse du salaire, la précarité, le chômage, la fin de l'ascension sociale, mais aussi les effets de l'immigration. Violence, difficultés à cohabiter, problèmes de logement, chute du niveau scolaire, etc. Or, et ça c'est le point le plus important du livre, ce diagnostic par le bas, celui des classes populaires, n'est pas irrationnel, irréfléchi. Le séparatisme que pratiquent les classes populaires, c'est un choix parfaitement conscient et pensé. C'est le fruit de l'analyse objective de leurs problèmes économiques et sociétaux. Et ces classes populaires se sentent lésées, abandonnées par leurs dirigeants qui portent toute leur attention sur les banlieues dont ils craignent la révolte. Et cette injustice ressentie, elle est d'autant plus forte que les plans sociaux, les délocalisations, ça touche toujours les habitants de la France périphérique. Et les médias, eux, pointent en permanence les projecteurs sur les cités et voudraient faire des habitants des banlieues des martyrs, alors qu'en vérité, ils sont parmi ceux qui profitent le plus de l'économie mondialisée. Pour vous citer un exemple parmi d'autres, la petite ville de Revin, dans les Ardennes, après la décision du groupe Martin Electrolux de se séparer de son site qui comptait quand même 400 employés, cette petite ville qui était un bastion historique de la gauche a fini par offrir 31% des voix au Front National aux européennes de 2014. La gauche d'aujourd'hui n'est plus composée que de bobos hors sol qui ont, et ça c'est le plus révoltant, ce que Guy lui appelle les moyens de la frontière avec l'autre. En gros, ces couches supérieures ont les moyens de se protéger de la présence de ceux qu'elle fait venir massivement, grâce à son statut social, ses revenus et ses choix en ce qui concerne son lieu de résidence ou l'école de ses enfants. Parce que contourner la carte scolaire, c'est vraiment un luxe que tout le monde ne peut pas s'offrir. Et les catégories les plus basses, elles, subissent ces choix. Et on en revient toujours à la même chose. Les classes supérieures choisissent les effets de la mondialisation tout en s'en protégeant. Et les classes inférieures les subissent de plein fouet. Et le vrai clivage, c'est ça.
Alors voilà, si cette vidéo vous a intéressé, je vous invite à aller voir mon autre vidéo sur ce livre de Christophe Guilluy pour vraiment comprendre ce qu'il entend par les gagnants et les perdants de la mondialisation. Vous pouvez aussi carrément lire le livre par vous-même, c'est encore mieux, parce que ce livre a vraiment participé à décomplexer certains questionnements. Et c'est vraiment quelque chose qui a fait du bien parce que les médias dominants font tout pour rendre ce sujet tabou. Or, ce n'est pas en évitant de parler du sujet que les choses s'amélioreront. Et la véritable conclusion de Guilluy dans son livre est la suivante. Une organisation économique et politique qui n'intègre pas les individus ne forme pas une société. Et effectivement, nous en sommes là. Nous avons adopté un système économique mondialisé performant qui fonctionne très bien, mais le prix à payer risque d'être très élevé. Et ce livre, en plus d'avoir libéré la parole, a aussi offert une nouvelle grille de lecture, beaucoup plus adaptée à la situation réelle pour comprendre et éventuellement résoudre certains des problèmes majeurs de ce pays. Et adopter cette grille de lecture va devenir indispensable parce que sans l'émergence de cette nouvelle géopolitique, c'est-à-dire de nouveaux rapports de force, le risque est réel de voir les radicalités sociales et politiques se multiplier et le conflit muter vers une forme de guerre à basse tension.